Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins. Alors du week-end très rouge ce week-end. Avec pour commencer vendredi soir ce cru que j'ai déjà pas mal bu cette année. Toujours aussi joli ce Châteauneuf-du-Pape, Clos-Mont-Olivet millésime 2012. Sur cette bouteille, on va dire un nez très typique, hein, cerise prune, on retrouve bien les petites notes un peu d'épices, de garrigue, pas trop. Et là, par contre, jolie note d'orange sanguine avec un côté presque orgeat par moment, sur un fond cacao. Voilà, c'est joli. Ce n'est pas trop ostentatoire, c'est bien fait, c'est harmonieux, hein, le vin est arrivé à une certaine forme de maturité, il va y rester je pense pendant longtemps probablement. Voilà, jolie bouche, évidemment on retrouve quand même, on a de la puissance, les tanins sont soyeux, ça n'est pas alcooleux. Par contre, on a bien une finale qui envoie quand même un peu, mais pas trop d'alcool ressenti. Et on est toujours sur ces petites notes hein, de prune, de cerise. Le côté orange sanguine qui est très joli, qui apporte de la fraîcheur. Les épices un peu réglissées. Et ce fond plutôt typé cacao. C'est harmonieux, c'est joli. Je dirais que sur cette bouteille, peut-être un petit peu moins jolie que la précédente. Bouteille qui voilà était un petit peu moins harmonieuse, équilibrée que la précédente. Mais très joli vin que ce Clos-Mont-Olivet 2012. Alors oui, je voulais dire, oui, la finale, on est quand même porté par un profil sur l'amertume. Moi, j'aime beaucoup. Mais par exemple, Sylvia, sur la finale, on trouve ça un tout petit peu trop amer. Voilà. Ensuite, on a ouvert ça, donc je dis un week-end très rouge, on n'a bu que des rouges. Hein, une côte rôtie, alors de l'ami Curon, c'est Terre sombre sur le millésime 2013. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a un nez cassis, mais qui devient très vite fruits rouges, avec des notes un peu classiques au départ, on va dire plutôt réglissé, poivré, puis assez poivré. Et puis un côté à nouveau orange sanguine, ce qui est assez surprenant, un côté agrume quoi, sur un fond léger mocha, et surtout on sent aussi des notes de fruits rouges qui arrivent. Enfin c'est un côté fruits rouges, et c'est en bouche où en fait ça se sent vraiment, avec une bouche corpulente, des tanins certes soyeux, mais pas d'une grande densité, puis tout d'un coup une énorme vivacité qui arrive. Et là, on sent que tout ça est très juste en maturité sur ce millésime 2013, qui donne effectivement ce côté un peu plus acide en bouche. Donc, le cassis devient plus, donc fruit noir, devient beaucoup plus fruit rouge, parce que cette acidité rappelle un peu quelque chose de rouge. Bon, enfin, les notes donc épicées, poivre, voilà, c'est notes orange sanguine qui sont assez surprenantes sur ce, enfin, en tout cas moi j'ai rarement eu sur une côte rôtie, enfin, agrumes en tout cas. Et puis voilà, la finale est du coup fraîche et on sent qu'on est quand même fraîche, voire vive. Elle est même plus que fraîche, elle est vive. Et par contre, très jolie persistance. Et là, on retrouve le côté Terre sombre, qui est une cuvée, donc la grande cuvée de côte rôtie de Curon, parce que très longue persistance, avec un fond mocha, voilà, qui est assez classique sur cette cuvée. Bon, c'est bon, incontestablement, c'est bon. Même si on est bien là, on touche la limite d'un millésime comme 2013 en côte rôtie. Qui est quand même pas un millésime terrible. Alors il est terrible nulle part, 2013. Enfin peut-être en Alsace, il peut y avoir des jolies choses en 2013. Mais là en tout cas, voilà, après le Bordeaux 2013, j'avais dit c'est le pire des millésimes des années 2000. Bon, bah en côte rôtie, je suis pas loin de penser la même chose. Alors pas à s'emballer non plus parce que je n'ai pas bu tant que ça, vu que je les attends quand même un peu. Mais bon, pas terrible quoi. Le millésime, le vin s'en sort plutôt bien dans le contexte du millésime. Ensuite, on a vu ça
un Gevrey-Chambertin aux Ételois des frères Rossignol-Trappet, une grosse envie de Bourgogne après ces deux Rhônes. Que dire si ce n'est que le nez est d'une classe folle. C'est 2017. Un nez de framboise, de groseille, puis ensuite on a surtout des belles notes classe de girofle, de clous de girofle, hein. Donc d'épices, girofle, un peu fleuri aussi, de pivoine, sur un fond très léger mocha mais effumé, voilà. C'est d'une élégance, d'une classe folle, d'une appétence, voilà, on a envie tout de suite de mettre ça en bouche. Alors en bouche, bah là à nouveau on est un peu rattrapé par le millésime, faut bien le dire. En bouche, bon c'est frais évidemment, c'est plutôt charnu plus que corpulent. Donc tanin très soyeux mais pas d'une grosse densité. Tout de suite évidemment de la fraîcheur, on est en 2017. De la fraîcheur, voire de la vivacité tout du long de la bouche, bon qui rend la bouche tonique certes. Mais où on sent bien que on est un peu limite à nouveau. Alors mieux que sur la côte rôtie 2013, mais bon, on le sent quand même. Puis c'est aussi que ça manque un peu de fond du coup. Hein, Ételois, c'est un beau terroir. Là, on est un peu à la limite. C'est un beau terroir, mais ça reste un village. Et sur un millésime comme 2017, ben oui, ça manque un petit peu de fond, de puissance profonde, quoi. Voilà. Finale donc fraîche, persistance on va dire intéressante, très appétante du coup avec cette petite pointe un peu plus acidulée d'ailleurs dans la finale qui le rend très friand sur la framboise, la groseille, voilà, côté acidulé très friand, les notes classe de girofle, la petite pointe un peu plus d'ailleurs en bouche, on est un petit peu plus, on a les petites pointes de ronces de sous-bois un peu plus végétales, et ce fond plutôt on va dire fumé avec un très léger mocha, mais très léger, voilà, qui rend, en tout cas c'est harmonieux, c'est très joli. Bon, ça manque un peu de fond. Pour moi, on est vraiment, je l'appelle moi dans un millésime tendre. Alors, tendre non pas au sens souple, parce qu'au contraire, c'est beaucoup d'acidité. Donc, c'est pas souple au sens du vin, voilà. Mais c'est tendre au sens où ça manque un peu d'éléments pour affronter, on va dire, ouais, pour affronter le temps, le monde, enfin voilà, hein. Il manque un peu de maturité, ça manque un peu de fond, voilà. Mais c'est très joli, c'est très friand, c'est très bon. Et surtout, ça se boit très bien, c'est d'une digestibilité du coup redoutable. Et c'est vrai que là, vous voyez, sur ces deux bouteilles que je viens de boire, je dirais presque un peu plus sensible à ce côté frais, voire vif, avec des maturités très justes. Mais parce qu'on vient d'enquiller quand même 5-6 millésimes de suite absolument redoutables, 15, 16, 18, 19, 20, des millésimes de maturité assez fortes, voire très fortes. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on retombe sur un millésime dit classique, entre guillemets, bah oui, on sent plus, hein, on s'est plus habitué à ces vins très mûrs, avec des très beaux tanins, des matières denses, de la structure, etc. Donc dès qu'on retombe dans des millésimes qui ont un petit peu moins ça, ben ça se sent. Voilà. Et pour ce soir, qu'est-ce qu'on va boire ce soir? On va boire ça, et ma foi, je viens de l'ouvrir, et ma foi, ça fait un petit moment que je n'avais pas ouvert d'Hermitage de l'ami Gigal, et c'est millésime 2012, c'est donc pour ses 10 ans. Et ma foi, quelle jolie cuvée. Je suis moi-même assez stupéfait de cet Hermitage, donc qui est, on va dire, l'entrée de gamme. Alors, il y a deux crus d'Hermitage chez Gigal, donc pas exagérer. Il y a son Hermitage classique, celui-ci, et puis il y a l'ex-Voto, qui est donc la cuvée haut de gamme. Mais cet Hermitage classique, en tout cas sur ce millésime 2012, est assez redoutable. D'abord, il est né d'une classe très forte. On est à nouveau sur le cassis mûr. On a des belles notes, alors d'âtre, de suie, hein, de fumée, mais à fumée un peu froide en fait. Voilà. Ensuite, on a ce côté un peu olive noire à la grecque là, que j'aime beaucoup. Une petite pointe de poivre très agréable et ce fond très léger, donc fumé, on va dire, et oui, plutôt fumé. Ensuite, en bouche,
Mmh. On a une bouche très friande. Alors, on a une bouche à la structure, belle structure, marquée certes, mais magnifiquement, je dirais, justement structurée par les tanins soyeux, c'est droit, c'est profond, c'est frais, il y a de la fraîcheur, du coup c'est acidulé, du coup c'est très friand, mais c'est droit, profond, sans être austère. On sent qu'il y a une belle structure, voilà, ça tient tout du long, c'est un vin droit, long, avec une jolie profondeur, et on a, pour équilibrer ça, enfin pour venir en plus souligner ça, j'allais dire, un côté très friand, avec ce côté cassis acidulé, les notes de poivre, le côté âtre, suie, et ce fond, donc fumé, âtre, suie, voilà. Les petites notes de poivre, je l'ai dit, voilà, c'est vraiment très joli, belle finale, fraîche, mais magnifiquement enrobée, et surtout, très belle persistance, parce que là, vous voyez, j'en parle, mais il me revient, là, le cassis, le côté, donc, cassis acidulé, les notes de poivre, le côté fumé, une petite pointe aussi de bacon grillé qui arrive par moment, enfin, une jolie complexité, c'est pas d'une énorme complexité, mais il y a ça, une jolie complexité, et c'est très très long la persistance, prouvant que cette cuvée, ma foi, est quand même une cuvée d'un sacré niveau, cet Hermitage de Ligal. Voilà. On va bien se faire plaisir ce soir sur les aubergines farcies avec évidemment des olives noires à la grecque donc, et du cumin. Donc je pense que ça devrait être très joli. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!